Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Julien, je suis développeur front-end chez Zenica. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans le web et que j'essaye de refaire, c'est les interfaces qui sont engageantes, celles qu'on a envie d'utiliser, celles on a envie d'y revenir parce qu'elles sont agréables, quoi. Et pour moi ça passe en partie par les animations, et c'est pour ça que j'ai exploré un certain nombre de techniques d'animation sur le web, et c'est ce que je vous propose de vous présenter aujourd'hui. Donc, je précise que je vais parler que de techniques d'animation qu'on peut utiliser aujourd'hui en production, c'est-à-dire qui sont bien supportées sur tous les navigateurs récents. Donc, je ne vais pas parler de certaines techniques qui viennent de sortir, qui sont toutes nouvelles, parce que déjà, je n'aurai pas le temps. Et puis, pour moi, c'est moins intéressant si elles ne sont pas bien supportées partout. Ce n'est pas utilisable en production. Je préfère vous prévenir, ça va être un petit peu dense, parce que j'avais envie de vous montrer plein de trucs. Donc, voilà, l'idée, c'est que vraiment vous montrez un panorama de tout ce qui est possible de faire sur le web. Donc, je vais vous montrer plein de techniques, sans rentrer dans le détail, du coup, forcément. Mais vous aurez accès à la fin, vous aurez le lien vers les slides, le code de toutes les démos, donc vous pourrez y revenir. Donc, voilà, pas de stress, installez-vous comme lui, et ça va être cool. Alors, avant de commencer, un petit peu de contexte. Déjà, première grosse question, en fait, pourquoi on fait des animations? Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ce n'est pas nécessaire, voire même pas utile, donc pourquoi on s'embête? Alors, je vais donner quelques raisons très rapides. Les animations, ça peut faciliter la compréhension d'une interface. Par exemple, si on a un élément qui va se déplacer dans l'interface, ça va aider à comprendre si on le voit se déplacer, plutôt que s'il disparaît à un endroit et il réapparaît ailleurs. Ça peut apporter de la fluidité aussi, notamment pour tout ce qui va apparaître à l'écran, les modales par exemple. C'est beaucoup plus agréable si on a un petit effet de fondu, plutôt que si ça apparaît, ça nous apparaît directement dans la figure. Donner du feedback, bien sûr, pour montrer qu'une action a bien été prise en compte dans l'interface. Et puis peut-être un peu plus subjectif, mais pour moi, ça contribue fortement à l'image de marque d'un produit, en fait, parce que la façon dont on va faire les animations va vraiment changer la perception qu'on a d'une interface. Si on a des animations qui sont très rapides, ça ne va pas du tout donner la même sensation que des animations plus lentes, plus subtiles. Donc ça contribue vraiment à l'image qu'un produit va renvoyer. Bon, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut faire des animations, il y a des raisons de ne pas en faire aussi. Tout ça, c'est un peu plus du domaine du design. Donc là, on va laisser au designer le soin de choisir quelles animations on va faire à quel endroit. Moi, je vais m'intéresser à la partie technique, comment on implémente les animations. Dans la suite, je vais parler un petit peu de performance et je vais avoir besoin de quelques bases que je vais vous présenter maintenant. Donc ça, vous avez déjà sûrement peut-être entendu parler de ça, c'est l'ensemble des opérations qui sont calculées par le navigateur à chaque frame, donc le plus souvent 60 fois par seconde, 120 fois par seconde sur certains écrans. Donc le navigateur, il va exécuter toutes ces opérations à chaque frame. Et ces opérations, elles sont exécutées pour la plupart sur le CPU, le processeur. Il n'y a que la dernière, qui est le compositing, qui va être déportée sur le GPU. Et plus précisément, sur le CPU, c'est un seul thread, le fameux main thread, qui va exécuter toutes ces opérations. Et donc, un thread, il ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, il peut enchaîner des choses très rapidement, mais il y a une limite. Et ce main thread, en fait, non seulement il doit gérer la mise à jour de l'affichage, 60 fois par seconde, mais il gère aussi le code JavaScript, donc le code applicatif, celui que nous, on écrit, les développeurs front. Et là, je ne vais pas vous apprendre que nous, les développeurs front, on aime bien JavaScript, on en met beaucoup. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que le main thread, il n'a plus le temps en fait, de faire toutes ces opérations. S'il a trop de JavaScript à exécuter sur une frame, ça peut bouchonner. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'on va perdre des frames, et donc il y aura des animations qui vont être saccadées. Donc ça, on veut éviter. L'idéal, c'est de faire des animations qui vont être calculées sur le GPU. Comme ça, on libère le main thread, et il peut faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et pour m'en assurer, j'ai fait cette petite arme de destruction massive. Un bouton qui va tout simplement bloquer le main thread pendant 3 secondes. C'est fait par un professionnel, ne faites pas ça chez vous. Et donc si je clique sur ce bouton, là globalement c'est game over. Plus rien ne se passe parce que le main thread il gère tout en fait. Donc si vous regardez attentivement, le curseur il reste à l'état de petite main alors que j'ai fini mon clic. Les boutons ils restent en état actif alors que je ne touche plus. Donc vraiment tout ça c'est géré par le main thread et donc si on le bloque, plus rien ne se passe. Donc là, c'est un exemple d'animation qui n'est pas optimisé parce que l'animation se bloque quand je bloque le main thread. Donc ça, je vais m'en servir comme un peu un test pour vérifier si mes animations, elles tiennent la route ou pas. Et donc j'ai fait des petits raccourcis, comme ça sur toutes mes slides, je pourrais montrer ce petit bouton, et j'ai un autre raccourci pour bloquer le main thread, comme ça je pourrais péter pas mal de trucs. Voilà, donc là on est bien outillé, c'est long, 3 secondes. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet.
Donc première partie, on va commencer par les API natives, hein, donc intégrées au navigateur, les API pour animer les éléments du DOM. Donc, je vais commencer par la plus simple, la transition CSS. Et pour chaque technique d'animation, j'ai essayé de faire un peu un cas d'usage dans quel cas on peut utiliser cette technique-là. Donc pour la transition, je me suis dit, c'est le passage d'un état A à un état B, qui sont a priori différents, et on prend le plus court chemin entre les deux. C'est ce que je me suis dit au début. Et puis après, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en CSS. Donc en fait, A et B, pas forcément différents. Il y a des techniques pour faire une transition d'un état A à B qui sont visuellement identiques, c'est la petite subtilité. Et le plus court chemin, pas forcément non plus. On peut faire des techniques pour faire une animation qui va décrire une courbe entre les deux états. Donc globalement, on change d'un état A à un état B. C'est hyper vague, mais j'ai pas mieux. Exemple, petite démonstration. C'est pas ma démo la plus impressionnante, mais si je clique sur ce rectangle bleu, il bouge. Donc, état initial, rectangle bleu à gauche, état final, rectangle bleu à droite. On peut faire une transition entre les deux. D'ailleurs, non, ça je ferai plus tard. Comment on fait cette transition en CSS? Donc c'est tout simple, on va décrire déjà nos états initial et final. Donc là, l'état final, c'est une translation vers la droite. Et on a le mot-clé transition pour dire qu'est-ce qui va changer. Ici, la propriété transform, quelle durée et la courbe d'interpolation. Ça, c'est la bonne façon de faire bouger des trucs sur le web, globalement. On pourrait faire des animations, une transition sur, je sais pas, des marges, des paddings, des propriétés left-right. Tout ça, il faut éviter, on le verra plus tard, mais le transform, c'est la façon la plus performante. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'utilise la propriété transform, donc là sur mon rectangle vert, d'un point de vue du layout, en fait, c'est comme s'il n'avait pas bougé. Et c'est pour ça que c'est performant, c'est que le navigateur il a peu de choses à recalculer. Vous vous souvenez de toutes les étapes, il ne va pas recalculer le layout paint par exemple parce que ça n'a pas bougé. C'est vraiment que le compositing à la fin qui est recalculé. Et donc si je sors mon petit bouton et que je bloque le main thread pendant la transition se termine. Donc s'il y a un truc qui bouge pendant que l'écran il est rouge, ça veut dire forcément que ça s'est exécuté sur le GPU parce que le main thread il est bloqué. Donc là, on a un exemple d'animation de transition, pour le coup, qui marche bien, qui est efficace. Parce qu'on a utilisé la propriété transform, justement. Si on fait des transitions sur les marges, les left, right, etc., eh ben, ça va être bloqué, parce que ce n'est pas déporté sur le GPU. Exemple de rotation, c'est encore une transformation. On peut faire plein de choses avec une transformation. On a vu la translation, là, c'est une rotation, c'est exactement pareil. On utilise le mot-clé rotate. Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut composer les transitions. On peut en mettre plusieurs. Donc là, ce qui se passe, c'est que on pourrait croire à première vue qu'il n'y a qu'une transition, mais en fait, il y en a plusieurs. Donc là, on a une transition sur chaque trait, et il y en a une autre sur tout le conteneur que je fais tourner pour que ça soit plus intéressant. Donc encore une fois, état initial, état final, on peut faire une transition entre les deux. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on peut faire plusieurs transitions, mais pas tout à fait en même temps. Là, si je survole cette carte, alors il se passe beaucoup de choses. On peut voir qu'il y a le titre qui arrive, ensuite il y a le paragraphe, ensuite il y a les icônes, l'image qui est aussi grossie, donc il se passe plein de choses. Mais vous voyez, ça ne se fait pas tout à fait en même temps. Et donc ça donne un côté un petit peu organique. Il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure avec un peu d'inertie. Donc ça, c'est de l'orchestration d'animation, et ça se fait relativement simplement. Donc comment on fait ça? En fait, je ne sais pas si vous avez vu, ici les icônes arrivent en dernier, et là elles repartent en premier en fait. C'est inversé. Donc ça, on peut le faire en fait en mettant des paramètres différents selon le sens de la transition. Est-ce qu'on passe de A à B ou de B vers A? Il suffit de mettre des propriétés différentes selon nos deux états A et B. Voilà, donc dernier exemple de transition CSS. J'ai une petite carte à gauche. Si je clique dessus, j'ai une carte à droite. Bon, c'est un peu compliqué, il y a de la 3D, de la perspective, etc. Mais dans l'idée, c'est pareil, état initial à gauche, état final à droite, on peut faire une transition entre les deux. Et vu que c'est une transition, et ben en fait, si je bloque le main thread pendant la transition, et ben ça se termine sans problème. C'est comme avant, c'est juste une transition un peu plus compliquée, mais ça fonctionne de la même façon. Ok, donc on peut voir qu'on peut faire des choses intéressantes juste avec une transition CSS. Peut-être qu'on n'y aurait pas pensé, mais il y a déjà de quoi faire avec ça. Ça, c'était la première technique, on en a encore beaucoup, donc on va enchaîner, on n'a pas le temps. Allez, animation, CSS, deuxième technique. Donc, quand est-ce qu'on va faire une animation CSS? Alors, je me suis dit, c'est une animation composée d'au moins deux états, peut-être deux, peut-être beaucoup plus,
qui peut être déclenché immédiatement et qui peut ne jamais se terminer. Encore une fois, c'est hyper vague, mais il y a plein de cas d'usage possibles pour les animations. Donc un petit exemple ici, animation de ce même rectangle bleu qui bouge, que je n'ai pas déclenché, donc elle s'est déclenchée immédiatement, et elle ne va pas s'arrêter. Et donc là, pareil, si je bloque le main thread, ça continue parce que c'est pareil, c'est déporté sur le GPU. Donc pour que ça fonctionne bien, encore une fois, on va utiliser la propriété transform, parce que, encore une fois, si j'anime par exemple une marge ou un padding, ça ne va pas faire ça. Donc pour faire une animation CSS, on va utiliser le mot-clé keyframes. Donc on va décrire nos différentes images clés. Ici 0%, 100% pour les deux états. Et ensuite le mot-clé animation en donnant le nom de l'animation, la durée, les paramètres, etc. On peut changer 0% et 100%, pas from et tout, c'est pareil si c'est plus clair. Donc là, c'est un autre exemple d'animation qui fonctionne bien en général, c'est tout ce qui est fade-in. Donc j'en parlais au début, les choses qui apparaissent à l'écran. Et là, je vous le remets. Si vous regardez bien, ils n'apparaissent pas tous en même temps. Les rectangles, ils apparaissent les uns à la suite des autres. Donc ça, on peut le faire relativement facilement, je dirais. Donc si on fait ça avec typiquement un framework JavaScript, on va itérer sur des éléments. Et en fait, sur les éléments qu'on va mettre, on peut insérer une variable CSS inline avec l'index. Et on se sert de l'index pour calculer le délai de l'animation. Et donc comme ça, on peut faire des choses qui apparaissent les unes à la suite des autres. Donc le reste, c'est pareil, j'ai mon animation. J'ai décrit uniquement l'état initial, from, donc transparent et un petit peu translaté vers le bas. J'ai pas mis l'état final parce que l'état final, c'est celui par défaut. En fait, il y a une opacité à 1, pas de translation, donc il n'y a pas besoin de le remettre en fait. Ok, donc là, on a vu le fade-in. Un autre exemple de fade-in, encore une fois, tout ce qui apparaît à l'écran, typiquement un petit menu déroulant. Donc là, le menu en dessous, il apparaît avec une animation fade-in. Alors là, il faut reconnaître que c'est subtil, mais selon moi, ça change quand même beaucoup à l'expérience utilisateur, plutôt qu'un menu qui apparaît immédiatement. Là, il y a un petit effet de fondu, un petit slide vers le bas pour indiquer que le menu il vient du bouton. Donc c'est assez intéressant et assez facile à faire. Quelque chose qui est un peu moins facile à faire, qui est d'ailleurs pas faisable nativement, je crois, sauf s'il y a des nouveautés, c'est l'effet de fade out. Parce que quand on fait disparaître, quand on retire un élément du DOM, on ne peut pas faire un effet de fade out et attendre l'animation soit terminée avant de le retirer du DOM. Donc ça, jusqu'à maintenant, il faut utiliser du JavaScript. Donc on verra plus tard comment on peut faire ça. Et c'est pour ça qu'ici, nativement, on a un fade in, mais pas de fade out. Un autre exemple d'animation CSS, tout ce qui est loader, donc les chargements infinis, pareil, qui se déclenchent, qui sont pas déclenchés, ils vont se déclencher immédiatement. Et donc ici, toujours pareil, si j'ai ma propriété transform, en fait, si je bloque le main thread, ça continue. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre CPU. Dites à vos utilisateurs, veuillez patienter pendant que je mine des crypto-monnaies sur votre CPU. Donc faites pas ça, mais globalement, il peut se passer n'importe quoi, le GPU continue à faire son animation tranquillement. Dans les loaders, on a aussi tout ce qui est skeleton loading, c'est un peu pareil, mais on va animer un background pour faire ce genre d'effet. Et puis, en fait, voilà, c'est peut-être pas très connu, mais on peut animer des SVG parce que les SVG, c'est finalement un bout de document HTML. À l'intérieur d'un SVG, il y a des éléments sur lesquels on peut mettre des ID, des classes en CSS, et donc on peut brancher des animations dessus. Donc là, j'avoue qu'il faut se motiver un petit peu parce que chaque élément du SVG, on va lui brancher une animation dessus. Donc il y a des translations, il y a des effets de rebond, mais on peut avoir ce genre de résultat. Ok, donc on a fait le tour des techniques en CSS pur, il n'y en a eu que 2 finalement. On va attaquer maintenant les techniques en JavaScript. Donc on est toujours dans les API natives du navigateur, mais cette fois en JavaScript. Donc on va parler maintenant de Web Animation API. Celle-là, je la trouve intéressante parce que l'idée, c'est de faire un peu comme les transitions animation CSS, mais avec le contrôle qu'on peut avoir en JavaScript. Donc l'idée, c'est que cette API native, encore une fois, elle nous donne accès au moteur d'animation qui est intégré au navigateur. Celui même qui est utilisé pour les transitions et animations CSS. L'idée, c'est de dire qu'il y a déjà des choses incluses dans le navigateur, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Et donc il y a cette API qui nous donne accès à ce moteur d'animation. Donc, petit exemple, encore une fois, j'ai mon rectangle bleu qui bouge, et si je bloque mon main thread, normalement, ça continue sans problème, parce qu'encore une fois, c'est comme l'animation CSS. Je l'ai juste déclenché d'une manière différente, mais c'est la même chose. Donc, comment on fait une animation avec la Web Animation API? Pas comme ça. Ça, c'est le CSS qu'on a vu tout à l'heure pour faire l'animation.
Et ça, c'est la même chose avec la Web Animation API. Donc on voit que ça ressemble beaucoup quand même. Donc on va récupérer une référence à notre élément en JavaScript, et ensuite il y a une méthode animate qu'on peut appeler sur l'élément JavaScript, l'élément HTML. Et dedans on va fournir donc nos deux images clés, comme celles qu'on a à gauche en CSS, et on a nos paramètres qui, eux aussi, ils ont à peu près le même nom qu'en CSS. Donc ça se transpose assez facilement, et c'est assez clair et compréhensible ce qui se passe ici. Donc pourquoi on ferait ça en JavaScript, me direz-vous? Autre raison qu'on aime le JavaScript et on en met partout. Une des raisons, c'est que si les données des images clés, elles viennent de JavaScript, peut-être des données que vous avez en JavaScript, on pourrait les transférer en CSS avec des variables en style inline. Bon, c'est un peu compliqué, alors qu'ici, c'est du JavaScript, donc on peut insérer nos données à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Donc ça, c'est une raison. Et la deuxième raison, c'est que cette méthode animate, elle nous renvoie un objet de type animation qui contient en fait plein de méthodes qu'on peut utiliser pour contrôler l'animation. On peut la jouer, la mettre en pause, la jouer en sens inverse. Et chose intéressante, on peut aussi contrôler la progression de l'animation, un peu comme en une vidéo, le curseur d'une vidéo, on peut contrôler finement la progression de l'animation. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est reprendre notre petite animation de carte et avoir des petits contrôles là-dessus. Parce que voilà, en JavaScript, on peut contrôler vraiment ce qui se passe. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, donc là je contrôle la progression avec mon petit slider, mais en fait on peut facilement transposer ça à une animation au scroll. C'est pareil, sauf qu'au lieu d'écouter la progression du slider, j'écoute la progression du scroll sur la page, et donc on peut faire ce genre d'animation. J'allais dire assez simplement, et c'est là la petite subtilité, la différence entre simple et facile. Il y a besoin de pas beaucoup de lignes de code, par contre voilà, il faut bien les choisir. Ok, donc technique suivante, on est toujours dans les API natives donc intégrées au navigateur, celui-là peut-être un peu plus connu, je ne sais pas, la méthode de Request Animation Frame. Donc celle-là, elle nous permet d'exécuter une action, un bout de JavaScript, avant la prochaine frame, qui est dessinée par le navigateur. Donc on va venir se placer ici sur l'ensemble des opérations, ça va être sur ce bout de JavaScript. Donc ça se présente comme ça, la méthode elle est disponible sur l'objet window et on lui passe en paramètre une fonction, une callback qui va être exécutée avant le rendu de la prochaine frame, et la prochaine uniquement. Après, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est une fonction qui va s'appeler elle-même dans une boucle, enfin dans un request animation frame, et ça nous fait une boucle. Donc typiquement, les boucles de rendu dans les jeux vidéo, tout ça c'est fait comme ça. C'est une boucle, donc une fonction qu'on va appeler à chaque frame. Pour la suite des démos, j'ai fait cette petite fonction loop qui est peut-être illisible, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que je pourrais l'utiliser comme ça. Donc je lui fournis une fonction qui va être exécutée à chaque frame. J'économise une ligne de JavaScript. C'est formidable. Petit exemple ici de l'utilisation de cette Request Animation Frame. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai mesuré la durée qui s'écoule entre deux exécutions de ma fonction. Donc l'API performance, je mesure la durée entre deux frames finalement. Et donc ce que j'obtiens, c'est un petit compteur de FPS. Et là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que ce compteur, il s'adapte en fait à l'écran sur lequel il est affiché. Donc là, ça veut dire que le projecteur, il est en 60 FPS. Si je débranche sur mon écran, il y aura écrit 120 FPS, parce que c'est vraiment adapté à l'écran sur lequel la page est en train de s'afficher. Donc c'est vraiment fait pour ça. Le Request Animation Frame, c'est fait pour les animations, c'est optimisé, on ne fait pas plus, pas moins que ce que l'écran supporte. Et donc ce fonctionnement, ça va m'amener à une phrase que je vais répéter plusieurs fois. Si tu peux le modifier en JavaScript, tu peux l'animer. Bah oui, parce que si tu peux le modifier à chaque frame, tu le modifies un tout petit peu et au final, ça fait une animation. Donc on va pouvoir faire des animations de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut animer en JavaScript? Qu'est-ce qu'on peut modifier en JavaScript? Beaucoup de choses, du coup. On peut modifier, par exemple, le contenu textuel d'un élément. Donc on peut l'animer, les fameux compteurs de caractères. Ça, typiquement, j'ai envie de dire, on ne pourrait pas le faire en CSS. Oui, on pourrait avec le @property, mais ce n'est pas supporté partout. Qu'est-ce qu'on peut modifier d'autre en JavaScript? On peut modifier les attributs d'un élément HTML, donc on peut l'animer. Par exemple, sur une progress bar, comme ça. Donc ça aussi, on pourrait le faire en CSS, mais ça ne serait pas un élément progress, du coup. Et voilà, donc il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est la partie interpolation. Donc on va calculer les valeurs intermédiaires entre les keyframes, interpolation. Ça, ce qu'on fait typiquement depuis longtemps, c'est les courbes de Bézier. Donc ça, c'est intégré au navigateur, hein, vous l'avez déjà vu, je ne sais plus comment ça s'appelle, linéaire quelque chose. Donc les courbes de Bézier, on a un état initial, état final, et deux poignées pour piloter, un peu contrôler la forme de la courbe entre les deux.
Voilà, donc ça existe depuis longtemps. Il y a un truc un peu plus récent, c'est les animations Spring. Donc là, c'est complètement différent. L'idée, c'est qu'on va simuler le comportement d'un objet physique, un système, le fameux système masse-ressort, connu en physique. Donc on a une masse au bout d'un ressort, on le lâche et ça va rebondir. C'est censé faire des animations plus réalistes, peut-être, parce que ça simule un comportement physique. Bon, après, ça dépend comment on le paramètre. D'ailleurs, donc il y a plein de façons de paramétrer ces animations Spring, selon que, justement, est-ce qu'on veut un truc subtil, est-ce qu'on veut un truc rapide qui va rebondir, etc. Donc j'ai ici un petit exemple alors j'ai un peu bourriné pour qu'on voit ce qui se passe, mais si je clique dessus, voilà un exemple d'animation Spring où vraiment ça rebondit, quoi. Donc ça, encore une fois, il y a quelques temps, j'aurais dit on ne peut pas le faire en CSS, il faut passer par JavaScript. Il se trouve que maintenant, il y a une fonction qui s'appelle linéar et qu'on peut utiliser pour en fait construire une courbe d'interpolation. Le linéar, en fait, on va créer des petits segments pour dessiner une fonction et on peut mettre autant qu'on veut. Donc on peut dessiner un truc qui ressemble à une courbe d'animation Spring. Donc ça aussi, on peut le faire en CSS natif. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'on sous-estime le CSS? Je crois, oui. Ok, on a fini la première partie, donc on a vu les API natives intégrées au navigateur. On va voir maintenant comment on peut utiliser des librairies JavaScript pour faire nos animations. Voilà, vous vous souvenez de ça? Là, on y est, c'est le moment. Parce que pourquoi on s'embêterait à faire quelque chose que des gens ont déjà fait, ils ont mis à disposition sur NPM? C'est une blague, hein, je le rappelle à chaque fois, on ne sait jamais. Donc, si vous avez un projet un petit peu important, il y a des grandes chances que vous utilisez un framework JavaScript. Et l'idée, c'est, avant de se tourner vers des librairies d'animation, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans les frameworks. Parce que peut-être qu'il y a déjà plein de choses qui sont suffisantes pour faire des animations. Donc, je vais commencer par Vue, le framework Vue. Framework librairie, hein, on va pas se battre. Donc, dans Vue, il y a deux composants qui se permettent de faire des animations. Le premier, c'est le composant transition. Celui-là, on va le mettre autour d'un élément qui va apparaître ou disparaître selon une condition. Et donc, il va s'occuper tout seul de la transition entre les deux. Donc là, si je prends mon fameux menu déroulant, alors le fade-in, on pouvait le faire en CSS, mais par contre, on a le fade-out. Et ça, c'est beau. Donc ça, on peut le paramétrer comme on veut, mais l'idée, c'est qu'on a un fade-in, fade-out qui marche très bien sur tout ce qui va apparaître, disparaître. Des modales, par exemple, ou ce que vous voulez, ça peut marcher très bien. Deuxième composant dans Vue, c'est le transition group. Celui-là, on va le mettre autour d'un ensemble d'éléments, une galerie par exemple, une grille, des éléments qu'on va peut-être potentiellement réordonner ou filtrer. Donc les éléments vont bouger à l'intérieur de cette collection. Et donc le transition group, il va s'occuper tout seul de l'animation. Donc là, par exemple, j'ai une sorte de galerie. Si j'ajoute un élément, et ben, le transition group, il va s'occuper de bouger les autres pour que ça fonctionne bien. Pareil, si j'en supprime, il réorganise comme il faut. Et si je les mélange, alors là, on peut voir un truc intéressant. Vous vous souvenez, au début, je disais les animations aident à comprendre ce qui se passe. Imaginez s'il n'y avait pas d'animation là, eh ben, on ne verrait absolument rien parce qu'il n'y a pas d'autre indication que quelque chose a changé. Donc là, typiquement, on se base sur le contenu des cards, peut-être les images. On va voir que cette image-là, elle était là, maintenant elle est là, donc on comprend que ça a bougé. Alors qu'avec l'animation, on voit ce qui se passe en fait. Là, on pourrait se dire, attends, ça doit être compliqué, ça ne doit pas être très performant parce qu'il se passe beaucoup de choses là. Alors, attendez une seconde. Si je bloque le main thread pendant l'animation, eh ben, l'animation elle se termine. Et ça, c'est un peu magique. Ça vient de la technique qui est utilisée par le Vue Transition Group, technique d'animation qui s'appelle Flip, que j'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer, mais en gros, c'est une technique qui permet de faire ce genre d'animation, en fait, des trucs qui seraient normalement pas possibles ou pas performants. Eh ben, on peut le faire avec la technique Flip que Vue nous met à disposition facilement comme ça. Voilà, donc ça fonctionne bien. Ok, passons maintenant côté React. Qu'est-ce qui est inclus dans React pour faire des animations? Eh bien, rien du tout. Parce que, on va dire React, c'est une librairie et pas un framework, voilà la petite subtilité. Mais en fait, c'est un positionnement. L'idée, ils disent, on vous fournit la librairie cœur de React. Si vous voulez faire des animations, faites une autre librairie à côté. C'est un peu ce qui se passe. Donc c'est pour ça que voilà, ils disent c'est une librairie et pas un framework. Bref. Pour les devs React, ne vous inquiétez pas, je vous parlerai d'animation React un peu plus tard. Ensuite, dans Svelte, qu'est-ce qu'on a dans Svelte pour faire des animations? Eh ben, on a plein de choses, en fait, un peu comme Vue. On a les twins, donc ça, c'est les interpolations courbes de Bézier, les Spring, animation Spring dont j'ai parlé aussi. On a le flip, comme dans le Vue Transition Group. Donc, en fait, on a plein de choses, c'est assez complet dans Svelte. Donc, bon point pour Svelte.
Et côté Angular, pour finir, qu'est-ce qu'on a dans Angular? Il existe un module d'animation que je n'ai jamais testé. Voilà, il a le mérite d'exister, je ne peux pas vous en dire plus. Ok, donc maintenant on a vu un peu ce qu'il y a dans les frameworks. Donc là, l'idée c'est que si ça ne suffit pas, si on veut faire des choses qui ne sont pas couvertes par les frameworks, on a le droit de regarder les librairies JavaScript. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là voilà, on va commencer par React. La librairie Framework Motion, il faut reconnaître que c'est une des meilleures librairies d'animation sur le web, donc qui est spécifique à React pour le coup. Et donc celle-là elle se présente sous la forme de plein de composants, il y a des hooks aussi, enfin, il y a vraiment plein de choses pour faire tout un tas d'animations très, très complètes, vraiment c'est une librairie intéressante. Donc là un exemple c'est le composant qui, c'est un peu l'équivalent du transition de vue qui va se mettre autour d'un élément qui va apparaître ou disparaître. Donc ça, voilà, pour faire les animations, fade in, fade out. Et finalement, Framework Motion, ça supporte un peu tout ce dont j'ai parlé. Il y a les transitions, il y a Flip, Twin, Spring, Web Animation API, donc il y a vraiment tout, c'est très complet. C'est du coup, on va dire, c'est pas super léger. Après, vu tout ce qu'il y a dedans, on va dire, c'est un bon investissement. Mais voilà, c'est à prendre en considération si on veut l'importer. Côté vue, on a, je vais peut-être dire l'équivalent, mais c'est quand même plus modeste, View Use Motion, c'est aussi une boîte à outils avec plein d'animations. Donc il y a des composants, des directives, des choses comme ça pour faire pareil dans Vue. Et l'idée, c'est que si on combine cette librairie avec ce qui est déjà inclus dans Vue, qu'on a vu tout à l'heure, et ben pareil, ça supporte un peu tout ce dont j'ai parlé. Et du coup, c'est plus léger que Framework parce que déjà, il y a des choses qui sont déjà incluses dans Vue, qu'ils n'ont pas refait. Et je pense que c'est un peu moins complexe que Framework Motion, donc voilà, ça se justifie. Ok, donc maintenant, on va parler Vanilla.js, donc les librairies qui ne sont pas spécifiques à un framework, que vous pouvez mettre dans n'importe quel framework, ou même si vous n'utilisez pas de framework. Donc là, voilà, je suis obligé de citer GZAP, c'est un peu la librairie de référence à laquelle on pense quand on parle de librairie d'animation. Celle-là, il faut reconnaître qu'elle est plus toute jeune maintenant, hein, puis elle n'est pas toute légère non plus. Et alors, je n'ai pas regardé, mais je pense qu'une bonne partie, c'est pour supporter des effets de bord, IE4 ou je ne sais quoi, enfin des trucs dont on n'a peut-être plus besoin maintenant. Donc, il y a des alternatives qui existent. On a par exemple Anim.js, qui est voilà, une librairie d'animation en JS, assez complète aussi, hein, il y a plein de choses, et qui est du coup beaucoup plus légère. Et la petite nouvelle que j'aime beaucoup, c'est Motion One. Celle-là, en fait, c'est un petit wrapper autour de la Web Animation API, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est encore une fois de dire il y a déjà un moteur d'animation dans le navigateur, donc pourquoi on referait une librairie pour refaire ce qui est déjà dans le navigateur. Et c'est pour ça que c'est très léger, c'est que c'est juste un ensemble d'utilitaires en fait, qui va permettre de faciliter l'utilisation de la Web Animation API. Donc ça, je l'aime bien. Apparemment, je ne suis pas le seul, parce que voilà, en vert, on voit l'utilisation de Motion. Alors là, en 2023, j'avais espoir que ça dépasse GZAP, mais on n'y est pas encore apparemment. Ça, c'est la première fois que j'ai donné ce talk. Non, pas du tout, je ne sais pas ce qui s'est passé, il faudrait que je me renseigne. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces librairies? Je vais vous montrer quelques exemples. Ne vous attachez pas au nom de la librairie. En fait, on peut un peu tout faire avec toutes les librairies, donc c'est juste des exemples. Voilà, des trucs qu'on peut faire avec ça. Côté GZAP, petit exemple d'animation par keyframe. Donc les keyframes, comme en CSS au début, on a un ensemble d'images clés et on va itérer sur ces images clés. Donc là, ça, on pourrait le faire en CSS. Il n'y a que le random à la fin là, qui serait un peu plus compliqué, mais sinon c'est faisable en CSS. Tout ce qui est ce qu'on appelle le stagger, échelonnement, donc c'est des trucs qui se font les uns à la suite des autres. Donc ça, pareil, je vous ai montré qu'on peut le faire en CSS. Un truc un poil plus compliqué à faire, ça serait la même chose sur des grilles. Donc là, c'est assez intéressant. Et pareil, c'est très facile à faire hein, sur les exemples que je vous montre là. Vous allez sur les docs des librairies, vous cherchez un exemple, vous copiez les quelques lignes de code, et ça se fait bien en fait, c'est assez facile. Autre exemple, tout ce qui va être animation au scroll, à la visibilité des éléments. Donc ici, on a par exemple la barre bleue qui s'anime. On pourrait imaginer, les effets de scroll, c'est typiquement des fondus, des fade-in quand l'élément il apparaît à l'écran. On peut aussi les grossir, enfin, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ça, pareil, c'est intégré dans les librairies. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas dit on pourrait le faire en CSS. En fait, on pourrait maintenant le faire en CSS avec l'API Scroll Timeline, qui est sûrement pas utilisé, enfin pas supporté partout. Motion One, donc exemple de SVG, pareil, voilà tout ce qui est dessin de SVG, ça aussi on peut le faire en CSS. Le morphing, on peut pas, je pense.
Mais voilà, donc tout ce qui est à base de SVG, on fait aussi avec les librairies. Et donc finalement, comme je disais, toutes ces librairies, elles supportent à peu près les mêmes choses. Donc voilà, Web Animation API, Spring, pas partout. Donc finalement, comme je disais, Motion One s'en sort vraiment pas mal, compte tenu de son poids. Donc après, il faudra voir selon vos besoins, qu'est-ce que vous aurez besoin d'installer. Petit retour sur les animations SVG. J'en ai parlé tout à l'heure dans l'animation CSS, avec le van qui bougeait là. En fait, GZAP aussi fournit des utilitaires pour animer des SVG, donc on peut faire ça. Par contre, c'est un peu la même idée là. Il faut se motiver à aller chercher le chapeau, les yeux dans le SVG, faire des animations dessus. Donc c'est un peu long. Il y a une alternative, on va dire peut-être un peu plus industrialisée pour faire des animations SVG, c'est Lotifiles ou Loti, jamais compris ça. Et donc l'idée, c'est que les designers vont faire l'animation dans un logiciel qui est fait pour ça, en l'occurrence After Effects, ou je crois qu'on peut faire sur d'autres logiciels maintenant. Ensuite, on exporte l'animation dans un fichier .loti, et ce fichier, on va l'importer dans notre code. Donc là, on a un web component dans lequel on fournit le fichier, et ça fait l'animation tout seul. Donc l'outil, c'est quand même pas tout léger, donc ça dépend, je dirais, faut qu'il y ait une animation qui vaille le coup, quoi. Peut-être pas un petit logo dans un coin, je pense que ça vaut pas le coup. Mais voilà, une grosse animation, ça peut être intéressant. Un petit exemple ici, du coup, de ce qu'on peut obtenir. Ça, c'est une animation Loti. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses. Si on devait faire ça en CSS ou en JavaScript, il faudrait quand même se motiver. Alors que là, c'est fait sur le logiciel, c'est exporté, et côté code, il n'y a rien à faire. On l'importe et ça marche. Petit tour dans les DevTools. Je voudrais vous montrer un truc. Attendez, j'ai triché. Donc je suis dans mes DevTools de Chromium, et en fait, si je fais Command-Shift-P, Show Monitor, il y a un truc qui nous permet de voir l'usage du CPU dans la page en question. Et donc là, ce qu'on peut voir, le CPU il est tout en haut là, on peut voir qu'on est autour de 30-35% de CPU pour cette animation-là. Sur un Mac M1 Pro, donc je pense que sur l'ordi de Monsieur Tout-le-Monde, ça peut commencer à ronronner un peu, parce que il ne faut pas oublier que là, chaque élément, c'est un bout de SVG en fait, que le fameux main thread va devoir mettre à jour à chaque frame. Donc ça fait beaucoup de travail pour le CPU. Et donc on va atteindre les limites en fait de ce qu'on peut faire en SVG, parce que au bout d'un moment, il y a trop d'éléments, trop de travail pour le CPU. Donc on va voir la prochaine technique au-delà des SVG. Avant ça, petite pause pour voir si vous êtes toujours vivant. Ok, il y a des réactions. Je vous avais prévenu, c'est un peu dense, mais on va avoir des trucs fun dans la suite, donc on s'accroche. Alors, partie 3, la dernière partie, on va voir les animations de Canvas, donc le dernier outil, dernière technique dont on va parler. Donc le fameux Canvas 2D, cette API, on va l'utiliser pour un peu ce que je disais, quand on atteint les limites du SVG, on va pouvoir utiliser l'API du Canvas 2D. Donc ça se présente de cette façon-là. On a dans le HTML, on a notre canvas, et dans le JavaScript, on récupère une référence. J'ai un truc, je crois. Voilà, on récupère notre canvas, on appelle le contexte 2D, et ça nous donne accès à toute l'API Canvas 2D. Une API avec laquelle on peut dessiner un peu toutes sortes de choses, un peu comme les SVG finalement. On peut faire du texte, des courbes, toutes sortes de formes. Voilà, donc on peut dessiner plein de trucs. Et donc on peut faire des choses qui ressemblent à un jeu vidéo qui ne bouge pas. Donc il manque une animation là. Alors comment on anime un canvas? Peut-être que vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit, si tu peux le modifier en JavaScript, tu peux l'animer. Et là en fait on est en JavaScript, c'est une API JavaScript, le canvas 2D, donc on va pouvoir animer nos petits éléments. Donc j'ai ressorti ma fameuse fonction loop, qui va exécuter ça à chaque frame, et dans laquelle je récupère à chaque frame, je récupère l'heure courante, et je vais l'utiliser pour faire des translations, des rotations, pour animer mon canvas. Et donc on obtient ce genre de choses. Donc là, on pourrait binder, écouter les événements du clavier pour faire bouger les éléments, etc. Donc rien qu'avec ça, en fait, on peut avoir pas mal d'applications possibles. Par exemple, tout ce qui est à base des cartes, des graphes, des effets de particules. Jeux vidéo, pas sûr, je pense que c'est un peu la limite. Mais voilà, déjà pas mal de choses intéressantes. Donc pour faire tout ça, on a vu l'API Canvas 2D, elle est quand même relativement bas niveau. Donc on va encore une fois se tourner vers des librairies. Je vais en citer quelques-unes, mais juste peut-être pour référence, parce que je ne les ai pas utilisées, donc c'est juste pour ouvrir un petit peu. Donc j'ai vu qu'il y a Fabric.js, qui est une librairie un peu généraliste pour le Canvas 2D, donc on peut dessiner toutes sortes de choses. Enfin, vu son poids, je pense qu'elle est assez complète.
Matter.js, elle a l'air marrante, c'est pour faire des simulations physiques, des trucs qui tombent. Et puis, petite dernière, je crois, enfin, et plus si nouvelle maintenant, Rive, je dirais que c'est un peu l'équivalent de Lottie côté SVG. L'idée, c'est qu'on a un éditeur dans lequel on va faire l'animation, ensuite on l'exporte dans un fichier, et ce fichier, on l'importe dans notre code. Donc c'est un peu voilà, l'équivalent de Lottie. Sauf que, contrairement à Lottie, là, on peut faire des animations qui ont des états, comme on le voit ici, là, c'est une sorte de machine à états. Et c'est aussi assez léger, donc vraiment, je l'ai pas testé encore, mais c'est une solution intéressante. Petit retour sur les performances de ce truc-là. Donc là, j'ai une autre démo. Quand je clique sur le canvas, ça fait des confettis. Si je ressors mon petit monitor de performance, on est à 20, 25. Si je bourrine un petit peu, on est à 30, voilà, autour de 30. Parce que, en fait, là, c'est encore le CPU qui travaille. Là, pour chaque petit cercle, on va devoir dire, donc en JavaScript, sur le main thread, on va dire au CPU, dessine un rond à cet endroit-là. Donc, si on a beaucoup de ronds, on fait travailler le CPU. Donc, si on arrive aux limites, bon là, il faut quand même le faire, mais si on arrive aux limites de performance du canvas 2D, eh ben, on va se tourner vers la dernière arme qu'on va pouvoir utiliser, qui est le canvas WebGL. Donc là, on arrive au stade où, voilà, c'est pas juste on veut un truc qui marche, c'est on veut en mettre plein la vue, concrètement. Donc, comment ça se présente, le canvas WebGL? Ça ressemble un petit peu au canvas 2D, dans le sens où on a notre élément canvas, et on récupère cette fois le contexte WebGL, et même WebGL2 maintenant. Et donc ici, là, j'ai planqué le code pour dessiner le carré à droite, parce qu'il fait un peu peur. Tout ça, là, c'est pour dessiner le carré. Sachant que les démos, en général, pour les WebGL, le truc de base, c'est le triangle. En fait, le GPU, il ne sait pas dessiner un carré, il faut lui dire dessine 2 triangles collés. Et donc, voilà, j'ai copié l'exemple de code pour faire un triangle, j'ai galéré à faire un carré avec. Donc, concrètement, on va très rapidement se tourner vers la case librairie, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Donc là, la librairie WebGL, je pense que vous la connaissez, c'est Three.js. Donc les sites de l'année, les sites Awards et tout, c'est du Three.js. On peut voir ici plein d'exemples de ce qui a été fait avec cette librairie. Librairie qui pèse, comment dire, c'est lourd, mais on va dire, voilà, quand on charge des modèles qui font 2 mégas, on n'est plus à ça près. Donc si on fait ça, c'est qu'on a envie de faire une expérience interactive assez balèze. Donc ça, c'est un exemple de code pour, je ne sais plus ce qui est fait, faire un rectangle, un carré, avec la syntaxe de Three.js. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a du vocabulaire qu'on comprend, au moins, quoi. On a un cube, il y a une caméra, un renderer, donc on comprend vaguement ce qui se passe. Il y a un truc intéressant, là, tiens, on peut modifier la position en JavaScript. Je pense que vous me voyez venir. Si on peut modifier la position, ça veut dire qu'on peut l'animer. Donc c'est parti, on va animer des éléments avec la librairie Three.js. En fait, mieux que ça, on peut utiliser des librairies d'animation pour animer la position d'un objet dans Three.js. Et donc là, vous avez le combo gagnant, GZAP Three.js, c'est 99% des sites de l'année et compagnie, c'est ces deux-là. On pourrait sûrement utiliser une autre, j'ai mis GZAP parce que voilà, mais on peut faire ça avec une autre librairie pour obtenir ce genre de résultats. Donc on a nos cubes en Three.js, en WebGL, dont la position est animée avec, je crois, une librairie d'animation. Il est possible qu'on puisse faire ça en CSS uniquement, mais voilà, c'est un exemple, on peut faire des trucs beaucoup plus compliqués. Donc ça, c'est la première façon d'animer des choses en Three.js, c'est modifier leur position. Il y a une autre façon d'animer des choses, c'est tout ce qui est à base de squelettes. Donc là, on va animer un objet dans un logiciel d'animation, ou de 3D, comme Blender en l'occurrence. On exporte l'objet, on l'importe dans le code, et ensuite on va jouer l'animation qu'on a fait dans le logiciel. Donc là, vous avez le fameux Zenicanar, voilà, qui est maintenant collector, ça va devenir une relique parce qu'on n'en fait plus, donc je l'ai immortalisé sur une page web. Voilà, donc ça c'était le canvas WebGL avec Three.js. Si on veut aller encore plus loin, et c'est pas incompatible, si on peut mixer les deux, mais si on veut aller encore plus loin avec Three.js, on va se tourner vers le boss ultime, les shaders GLSL. Et donc là, ça peut commencer à faire un peu peur. Donc, qu'est-ce que c'est un shader? Et ben, depuis le début, je vous parle du GPU, je vous dis c'est super puissant, machin. Ce qui fait que le GPU est puissant, c'est que à la base, c'est fait pour traiter des images, en fait. Donc, les images, c'est beaucoup de pixels. On ne s'en rend pas compte, mais une image 1000 par 1000, ça fait 1 million de pixels, en fait. Et pour traiter tout ça en temps réel, ne serait-ce que pour lire une vidéo, en fait, ils vont calculer tout ça en parallèle. Donc, c'est massivement parallèle. Il y a énormément de cœurs.
sur lesquels vont tourner des petits programmes qui vont gérer chacun une donnée. Donc, un petit programme qui va gérer un pixel d'une image, par exemple. Et ces petits programmes qui sont exécutés en parallèle sur le GPU, ce sont les shaders GLSL. Enfin, GLSL, c'est le nom du langage. On parle de shader pour les programmes qui sont exécutés en parallèle sur le GPU. Et donc, en WebGL, il y a deux types de shaders. Dans d'autres librairies, il y en a plus. En WebGL, il y a le Vertex Shader qui va agir sur la géométrie. Donc lui, il dit où est-ce qu'on va mettre les points de notre géométrie. Donc ça se présente comme ça. Donc, je vous disais, c'est un autre langage. En gros, on a une fonction qui va renvoyer une position. Et cette fonction, elle peut prendre des paramètres. Il y a des paramètres comme ça qu'on peut, on peut les contrôler en JavaScript. Donc on peut les animer, etc. Et donc on peut faire des animations avec les shaders. Donc le Vertex Shader, typiquement, c'est pour tout ce qui est géométrie, donc déformation d'objets. Ici, on a une sphère qui est en fait déformée. Ça marche bien pour tout ce qui est particules aussi, parce qu'un Vertex Shader va déterminer la position d'un point de la géométrie. Et là, du coup, on les voit, les points. Donc on a vraiment la sortie du Vertex Shader. Et là, en termes de quantité, on peut y aller. On peut monter à des centaines de milliers de particules sans problème. Le deuxième type de shader, il vient après le premier. C'est une fois qu'on a la géométrie, on va relier les points pour faire des faces. Et une fois qu'on a les faces, chaque pixel de chaque face va être déterminé par le pixel shader, qu'on appelle aussi fragment shader. Et là, on atteint le niveau de précision ultime. En fait, on a accès au programme qui renvoie la couleur d'un pixel. C'est assez fou. Donc, ce qu'on peut faire avec ça, voilà, c'est la même chose, une fonction qui renvoie la couleur d'un pixel. On peut faire des genres de gradients, de blobs animés, qu'on ne pourrait pas faire en CSS du coup. Tout ce qui est les effets sur les images, là, ce genre de trucs, les images déformées sur les sites, c'est à base de fragment shader. Et puis en fait, on peut dessiner toutes sortes de choses. Avec des calculs de géométrie, de distance, on peut dessiner des formes géométriques comme ça. Voire même en allant plus loin, on peut dessiner des objets, des scènes entières. Là, il n'y a pas de géométrie. La géométrie, c'est un rectangle. Donc chaque pixel est calculé par le fragment shader, avec la technique du ray tracing. Voilà, donc là, on peut aller très loin. Juste un dernier exemple pour vous montrer que globalement, il n'y a pas de limite. C'est une petite simulation de fluide en 3D en temps réel dans le navigateur. Voilà, globalement. Bon, là, je ne vous cache pas, c'est un niveau de complexité un poil plus au-dessus, mais c'est techniquement faisable. Ok, pour finir, donc ça, petit résumé de toutes les techniques dont je vous ai parlé. Alors, pour rappel, on va toujours on va partir de la base, on part du haut, des API natives les plus simples, et seulement si ça ne suffit pas, on va regarder un cran plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire plus loin. Donc, ne vous jetez pas sur WebGL pour faire un cube en 3D, on peut le faire en CSS natif. Donc voilà, c'est vraiment, pour ça, l'idée, c'était de vous montrer plein de choses pour choisir la technique la plus adaptée. Pour finir, juste, il ne faut pas oublier pourquoi on fait ça. Je vous ai montré plein de choses, on pourrait se dire on va en mettre partout. Non, faites pas comme moi. Donc moi, je vous ai montré des exemples, mais il faut vraiment que les animations elles servent à l'utilisateur, elles soient utiles et elles apportent quelque chose. Et puis, pensez à l'accessibilité aussi, parce que c'est pas compliqué. On peut mettre les animations un peu lourdes derrière la media query prefers reduce motion pour ne pas gêner les utilisateurs. Ça coûte pas grand-chose. Et pour rappel, on peut lire les media queries en JavaScript aussi. Et pour finir l'inspiration, pour côté design, vous avez Dribble Awards pour voir des exemples de sites assez aboutis côté design. Pour le code, vous avez CodePen, le fameux, et puis ShaderToid, c'est l'équivalent du CodePen, mais pour les shaders GLSL. Donc il y a aussi des trucs super impressionnants là-dessus. Voilà, donc j'ai terminé. Vous avez à gauche le lien vers les slides et le feedback aussi, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Et à droite, une liste des techniques dont je vous ai parlé, avec des notes plus ou moins arbitraires de performance et dans quel cas on peut l'utiliser. Voilà, je vous remercie.